Bonjour à tous et merci de votre fidélité au Journal de l'économie. 7e Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique. L'événement se tient à Cotonou, au Bénin. Les États-Unis apportent leur soutien au développement de l'Égypte. C'est à travers 200 millions de dollars d'investissement. Enfin, la tension monte au Gabon entre exploitants forestiers et villageois à cause des compensations promises mais non honorées. Le Bénin accueille cette semaine la 7e édition du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique. L'invention, moteur de développement industriel, c'est le thème de cette 7e édition qui accueille une cinquantaine d'inventeurs issus des 17 pays de l'OAPI, entendez Organisation africaine de la propriété intellectuelle. La 7e édition du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique met en lumière à Cotonou au Bénin un florilège des créateurs, inventeurs et innovateurs de l'espace OAPI. La démarche consiste à montrer le génie des ressortissants des 17 États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle pour, à terme, créer un marché de l'invention et de l'innovation technologique. À ma droite, vous avez une décortiqueuse de l'anacarde. Nous avons inventé cette machine qui a une capacité de produire 30 kg par heure. Ce n'est pas le seul prototype, il y a un second prototype qui est électrique. Sa capacité pendant 1 heure, c'est de 1 tonne. Oui, c'est un dispositif qui produit l'énergie électrique de façon autonome, sans carburant et sans une autre source d'énergie externe, non polluant. Dès que vous le citez, avec la batterie, vous enlevez la batterie, ça continue à générer le courant électrique jusqu'à l'infini. Cette 7e édition du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique se veut être celle de la relance. Après Dakar, Lomé, Libreville, Malabo, Bissau et Bamako, elle remet sur orbite un événement qui, depuis 2009, a enregistré de multiples renvois et délocalisations en raison de nombreuses contraintes. L'une des innovations majeures de ce salon est l'implication de la gente estudiantine dans le cadre d'une compétition sur la connaissance de la propriété intellectuelle et dans son impact pour le développement socio-économique. En dehors de cette compétition, plusieurs conférences et panels sont prévus pour meubler cette 7e édition. C'est aussi une opportunité offerte aux inventeurs de nouer des partenariats d'affaires ou de voir leur invention transformée en produit sur le marché. L'OAPI a un certain nombre de dispositifs pour accompagner les inventeurs qui auront été primés au cours de ce salon. Ne serait-ce que par des accompagnements en termes de financement, il y a des fonds qui sont prévus pour ça. Créé en 1997, le Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique se tient tous les 2 ans dans l'un des États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, une organisation intergouvernementale. Mise sur pied en 1962, elle a pour mission principale de délivrer les titres de propriété industrielle et de participer au développement économique des États membres. Les présidents du Nigeria et du Bénin ont inauguré un nouveau poste frontière à Sema pour faciliter le déplacement des personnes et des biens entre les deux pays. La mise en service de cette infrastructure va amoindrir, voire annihiler les tracasseries auxquelles les usagers étaient jadis confrontés au niveau de cette frontière, tout en améliorant les recettes douanières au niveau des deux pays. Plus de précisions dans ce reportage. Financé par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union économique et monétaire ouest-africaine et l'Union européenne, le poste de contrôle juste à poser de semestres s'étend sur 17 hectares. D'un coût global de 60 milliards de francs CFA, il dispose d'un bloc administratif, d'une brigade de douane, d'une zone de contrôle de piétons, d'un pont bascule et des salles de contrôle pour scanners. Sa construction entre dans le cadre du programme régional de facilitation des transports et transit routiers
et permet de rapprocher les douanes nigérianes et béninoises. Le rapprochement de nos administrations frontalières dans ce même espace et leur connexion l'une à l'autre contribueront à améliorer leurs performances respectives et au confort de la circulation des personnes et de leurs biens. Le poste de contrôle juxtaposé de Sebin se veut être un outil qui facilitera la croissance des échanges entre les États d'espace CEDEAO. Ce joyau contribuera également à la réduction du temps de transit des personnes, des biens et des services, de même qu'à la réduction des coûts de transport et de transaction. Notre ambition est de parvenir au plus vite à notre objectif, la libre circulation des personnes et des biens et l'intégration effective de nos économies, voire de nos peuples, qui sont les mêmes, si ce n'est les dommages de la colonisation. Avec ce poste de contrôle juxtaposé, c'est un grand coup de pouce qui est aussi donné à l'intégration régionale. Il devrait par ailleurs permettre d'inculquer aux usagers le sens de l'unité et de sécurité. Au bout du compte, cela se traduit par des créations d'emplois, des opportunités, des possibilités de développement. Précisons qu'en dehors de ces le programme régional de facilitation des transports et transit routier a construit un poste de contrôle juxtaposé à Malanville, à la frontière bénino-nigérienne, et à Nuepé, à la frontière entre le Togo et le Ghana. Cadre pour l'assistance au développement, les Nations Unies vont financer des projets de développement au Sénégal à hauteur de 574 millions de dollars, valables pour une durée de 5 ans allant de 2019 à 2023. Ce financement va permettre au Sénégal d'investir dans plusieurs secteurs clés et selon 3 axes stratégiques. Il s'agit de la création d'opportunités pour la croissance économique inclusive et durable, l'amélioration de l'accès des populations, particulièrement les plus vulnérables, aux services sociaux de base de qualité et à la protection sociale, et enfin, dernière catégorie, le renforcement du progrès de la gouvernance inclusive et d'un état de droit. Précisément, le secteur de l'emploi va absorber 32% des ressources, la santé 20% et l'environnement 18%. Tout ceci vient en renfort au plan Sénégal émergent élaboré par le gouvernement du président Macky Sall. Direction maintenant la Tunisie. La Tunisie qui a revu à la baisse la taille de l'eurobond qu'elle va émettre dans quelques jours. Le pays recherche désormais 570 millions de dollars au lieu d'1 milliard de dollars annoncé précédemment. L'information a été annoncée par un responsable gouvernemental. Ce dernier n'a toutefois pas donné d'explication sur cette réduction. Après plusieurs reports dans l'émission de son eurobond, essentiellement dû aux mauvaises conditions de marché, la Tunisie opte pour la prudence. Ce pays qui devrait rechercher 1 milliard de dollars sur le marché financier n'entend désormais réunir que 570 millions de dollars. Aucune raison n'a été officiellement donnée pour justifier cette rétraction. Les analystes estiment cependant que Tunis craint que le taux qui lui sera servi par les investisseurs soit plus élevé que celui de 5,75% qui lui a été servi lors de sa dernière émission d'euro-obligations datant de janvier 2017. Ceci en raison du fait que l'agence de notation financière Moody's a abaissé mi-octobre la perspective de la note souveraine du pays de stable à négative à cause principalement de la hausse de sa vulnérabilité extérieure. Autre facteur qui pourrait influencer le taux de l'emprunt tunisien, l'accord sur la majoration des salaires dans le secteur public en 2018 et en 2019 qui a été conclu entre le gouvernement et la centrale syndicale historique du pays dénommée UGTT, entendez Union Générale Tunisienne du Travail. Au dire des analystes, cet accord pourrait en effet augmenter la masse salariale dans le secteur public qui frôle déjà les 15%, soit l'un des taux les plus élevés au monde. Il pourrait par ailleurs creuser le déficit budgétaire qui est prévu à 3,9% en 2019 contre 4,9% en 2018.
D'ici la fin de cette année 2018, 200 millions de dollars de nouveaux investissements américains seront injectés en Égypte. Avec cette cagnotte, les petites entreprises et les entrepreneurs seront financés à hauteur de 30 millions de dollars. Déjà, au mois de mars dernier, les investissements directs américains en Égypte s'élevaient à 2,4 milliards de dollars injectés dans 1222 projets relatifs au domaine de l'industrie, des services, de la construction, de l'agriculture, de la communication et des technologies de l'information. Il faut dire que ces investissements représentaient environ 35,4% de l'investissement direct total des États-Unis en Afrique et 46,2% de ces investissements au Moyen-Orient. Ceci fait de l'Égypte le plus grand bénéficiaire des investissements américains en Afrique et le deuxième plus grand au Moyen-Orient. À l'horizon 2023, la Côte d'Ivoire devrait produire 2 millions de tonnes de caoutchouc naturel. Ce volume représente le triple de celui que le pays a enregistré en 2017. Abidjan espère atteindre son objectif de 2023 grâce à l'entrée en production de nouvelles plantations, ce qui devrait conforter la Côte d'Ivoire dans son rang de premier producteur africain de caoutchouc et 7e producteur à l'échelle mondiale. Il faut dire que l'hévéaculture est pratiquée par près de 165 000 planteurs sur environ 600 000 hectares dans le pays. La filière a réalisé un chiffre d'affaires de 495 milliards de francs CFA en 2017. Dernière destination de cette édition, le Gabon. Le Gabon où la tension monte entre exploitants forestiers et villageois. Ces derniers qui sont dépossédés de leur forêt ancestrale dénoncent les entreprises exploitant le bois, lesquelles entreprises ne respectent pas, selon ces villageois, les compensations promises. Un barrage de fortune au milieu de la route fait de rondins de bois. Ces villageois manifestent contre une compagnie forestière. Dans ce village du nord du Gabon, la forêt est exploitée par une grande entreprise asiatique, mais aucune aide au développement n'a été versée. Les habitants sont en colère. Lorsqu'une société va dans un village, il y a un cahier de charges. Et dans ce cahier de charges, nous avons demandé la construction d'une école et d'un centre de santé. Mais jusque-là, la société n'a pas encore réagi. Depuis 2014, la loi gabonaise demande aux sociétés impliquées dans l'exploitation des forêts de financer des projets décidés par les populations locales. L'objectif est de dédommager les villageois qui perdent un accès à la forêt pour notamment cultiver et chasser. L'idéal aujourd'hui, c'est que les sociétés forestières, n'est-ce pas, respectent ce qui leur a été dit. Lorsque quelqu'un a bénéficié d'un permis d'occuper, des parents d'exploitation. Alors qu'est-ce que les sociétés forestières doivent faire? S'entendre avec les populations. On exploite et derrière ça, il faut que les populations puissent avoir des retombées de cette exploitation. Les compagnies justifient leur retard en condamnant les lenteurs administratives pour la validation des projets, ainsi qu'un manque de moyens. Nous sommes encore en pleine installation. Nous n'avons pas encore atteint la vitesse de croisière pour pouvoir produire et ristourner suffisamment au bénéfice des villageois. Le Gabon accueille plus de 150 opérateurs forestiers et le secteur représente 4% du PIB avec un investissement croissant de l'État pour une industrialisation de la filière bois. Mais la corruption rampante dans le secteur et le manque de retombées économiques risquent d'envenimer les relations entre les villageois et les entreprises pour de nombreuses années. Bon, merci de nous avoir suivis. Merci aussi de votre fidélité à SICA. À très bientôt.